La régulation des crypto-monnaies avec une coordination mondiale, c'est ce dont on nous parle depuis un petit moment. Et peut-être que ça y est, on y est. La régulation est en marche. Et ce serait peut-être pas très bon pour le secteur crypto. Le stacking est concerné, les stablecoins, les exchanges de crypto-monnaies et même les banques qui seraient crypto-friendly. Tous les moyens seraient bons pour faire la guerre, une guerre juridique au secteur des crypto-monnaies. Et peut-être qu'à terme, ce serait pour laisser la place aux crypto-monnaies de banque centrale, aux euros numériques ou aux dollars numériques ou tout ce que vous voulez. Une MNBC bien contrôlée par les institutions et les gouvernements. Donc dans cette vidéo, on va voir ce qui est en train de se mettre en place pour essayer de comprendre aussi ce qui est en jeu. Si tu apprécies ma vidéo, n'hésite pas à mettre un like, tu peux activer les notifications aussi, tu t'abonnes à ma chaîne, comme ça tu pourras suivre l'évolution. Je traite assez régulièrement de ce sujet de la régulation, c'est un sujet très important. Et tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Une régulation mondiale des crypto-monnaies est-elle en marche? Il y a déjà un certain temps, le FMI notamment avait appelé à une régulation mondiale des cryptos. Et peut-être que c'est pour bientôt. D'autant plus, depuis la faillite de FTX, ça justifie une régulation mondiale des crypto-monnaies. Et les dirigeants du G20 se sont récemment réunis, ils ont débattu d'un futur cadre pour la régulation mondiale des crypto-monnaies. Il est essentiel de sensibiliser le public au risque, de renforcer les résultats de la réglementation et de soutenir une harmonisation des règles en vigueur, tout en tirant parti des avantages de l'innovation. Ils ont l'air d'apprécier la technologie, de vouloir l'utiliser, mais pas n'importe quelle crypto. C'est normal, là c'est du côté des gouvernements, ils aiment pas les monnaies qu'ils ne peuvent pas contrôler, les institutions veulent garder le contrôle, et très certainement qu'ils préfèrent les MNBC, les CBDC, les crypto-monnaies de banque centrale. Les régulateurs sont donc au garde à vous, et le G20 a demandé plusieurs études. Donc la régulation devrait concerner des points particuliers, comme la fiscalité des crypto-monnaies à travers le monde qui devrait s'harmoniser, également les différentes politiques monétaires dans le monde. Ils étudient l'impact des crypto-monnaies sur le secteur bancaire, donc cette régulation elle devrait aussi toucher le secteur bancaire, et l'implication économique des crypto-monnaies dans le monde. Peut-être étudier les avantages des crypto-monnaies. Comme dit Sitharaman, la ministre indienne des Finances, toute réglementation ou interdiction des crypto-monnaies ne sera efficace qu'après une collaboration internationale significative sur l'évaluation des risques et des avantages. Puis peut-être qu'à la fin, ils diront « Voici les mauvaises cryptos, ça on interdit, voici ce que vous avez le droit de faire, et par exemple, vous avez le droit d'utiliser les crypto-monnaies de banque centrale, ça c'est bien. » Peut-être que ça se passera comme ça, peut-être pas. En tout cas, la régulation mondiale, peut-être qu'elle est en cours, peut-être qu'on voit le début là en 2023, notamment concernant le stacking de crypto qui est interdit aux USA. Ça a commencé à la base avec une rumeur au sujet de Coinbase, disant que Coinbase avait reçu l'ordre de cesser le stacking de crypto-monnaies, ou alors il ferait face à des amendes, des sanctions, et que c'était une procédure, une action coordonnée entre plusieurs agences américaines. Ça a été démenti tout de suite par le directeur juridique de Coinbase qui a dit que c'était totalement faux. Mais ensuite, Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, s'est inquiété d'un potentiel choix désastreux de la part de la SEC. Nous entendons des rumeurs selon lesquelles la SEC voudrait supprimer le stacking de crypto-monnaies aux États-Unis. J'espère que ce n'est pas le cas, ce serait un choix désastreux pour les États-Unis. Le stacking est une innovation importante dans le domaine crypto. Il permet aux utilisateurs de participer directement à la gestion de réseaux crypto ouverts. Alors, petite parenthèse, on peut effectivement faire du stacking de crypto sur un exchange, avoir un rendement, mais on peut aussi faire du stacking on-chain, directement soi-même. C'est ce que vous faites par exemple avec l'application Maillard, ou même maintenant directement sur Ledger, vous déléguez en stacking à un provider vos EGLD. Ça c'est du stacking on-chain, vous le faites directement. Mais on peut aussi passer par des exchanges. Et donc à la base, c'était juste une rumeur, et même une fake news. Ça concernait Coinbase, une interdiction du stacking crypto, et finalement, c'est pas tout à fait une fake news, parce que l'exchange Kraken n'offrira plus de services de stacking crypto. Ils se sont pris une amende de 30 millions de dollars, donc ça concernait pas Coinbase, mais ça concernait Kraken, et peut-être d'une manière plus générale le stacking aux États-Unis. Les dirigeants de la SEC mettent en garde les entreprises crypto, que ce soit par le biais du stacking, des prêts ou d'autres moyens, les intermédiaires de crypto, lorsqu'ils proposent des contrats d'investissement en échange des tokens des investisseurs, doivent fournir des informations et les garanties appropriées requises par
par nos lois sur les valeurs mobilières. Donc le stacking, ce serait considéré comme une valeur mobilière. Est-ce que ce serait le début de la fin du stacking aux États-Unis? Le président de la SEC, Gary Gensler, a dit que lorsqu'une entreprise ou une plateforme vous offre ce type de rendement, qu'elle appelle ses services de lending ou de earn, des rewards, des APY ou le stacking, cette démarche doit s'accompagner des protections prévues par les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Et en fait, il y a un test de Howey qui est souvent mis en avant par la SEC pour tenter de disqualifier les crypto-monnaies comme des valeurs mobilières. Il y a 4 conditions nécessaires pour requalifier un actif comme tel. Demander un investissement en argent, permettre un éventuel profit, représenter un investissement dans une entreprise commune, voir sa performance liée aux actions d'autrui. Alors pour les 2 premiers points du test de Howey, le fait de percevoir un profit et demander un investissement en argent, peut-être que ça pourrait être validé. Mais le stacking, c'est pas un investissement dans une entreprise commune. Les validateurs semblent travailler de concert pour la bonne tenue du réseau, mais ils sont tous indépendants les uns des autres. Coinbase se prépare également à la bataille parce que du coup ils pourraient être concernés finalement, puisqu'ils proposent du stacking eux aussi. Et Brian Armstrong a expliqué que l'entreprise était prête à aller devant les tribunaux pour défendre son droit à proposer des services de stacking. Du côté du président de la SEC, Gary Gensler, il a eu des mots particulièrement forts. Il a dit « Nous utilisons tous les outils à notre disposition, nous parlons directement aux participants du marché, les casinos dans lesquels les utilisateurs investissent, les casinos, les exchanges, ils apprécieront, ils doivent se mettre en conformité et séparer leurs produits qui sont mélangés. Nous sommes là pour protéger le grand public. » Alors d'un côté, ça peut s'entendre, protéger le grand public c'est bien, qu'il y ait un statut légal, une régulation, un cadre légal clair, c'est une bonne chose, et ça permettra aussi de valider les cryptos, et donc aussi permettre son adoption pour la masse. Mais d'un autre côté, si on supprime le stacking, on nuit au développement aussi des cryptos, à la sécurisation des réseaux, et à l'adoption aussi du grand public, qui à travers le stacking peut obtenir un rendement qui est intéressant. Bon après, il restera toujours le stacking ou on-chain, mais bon, le grand public, il fait pas forcément ça, lui directement, souvent il passe par les exchanges, le grand public. Et je vous ai dit que Coinbase était prêt à partir en guerre contre l'autorité financière, la SEC. Le directeur juridique de l'exchange explique que aucun des critères du test de Howey ne permettent de dire que le stacking, ce serait une valeur mobilière qui aurait le statut de titre. Le stacking ne satisfait pas aux 4 éléments du test de Howey. Alors au final, tout ça, ça sera un truc juridique, entre des avocats. Est-ce qu'il y aura un procès? Jusqu'où ça ira? Mais ça devrait permettre d'accélérer la régulation. Il y a donc des accusations comme quoi le président de la SEC souhaiterait empêcher la diffusion des crypto-monnaies à grande échelle, que ce serait pour mettre des bâtons dans les roues du secteur, empêcher l'adoption. Et lui il dit que non, ils sont là pour essayer de protéger le public investisseur, que le modèle commercial qui a été mis en place par les exchanges est truffé de contradictions. Si ce domaine a une chance de survivre et de réussir, c'est grâce à des règles et des lois reconnues pour protéger les investisseurs. Alors, est-ce que c'est pour protéger le grand public? Est-ce que c'est juste pour mettre des bâtons dans les roues, pour empêcher l'adoption? Peut-être que c'est aussi les deux en même temps. La réalité, elle peut être nuancée. Et là, on a parlé du stacking, mais la SEC s'en prend aussi au stablecoin maintenant, et notamment Paxos et le BUSD. Le BUSD qui est le stablecoin de Binance. Ce que la SEC reprocherait à Paxos, c'est le fait que le BUSD ne serait pas un titre enregistré. Ce serait du coup aussi une valeur mobilière. Pour la SEC, cela serait donc considéré comme une violation des lois de protection des investisseurs. Encore une fois, il est dit que c'est pour protéger les investisseurs. Alors est-ce que le BUSD est en danger? Il y a Changpeng Zhao, CZ de Binance, qui a dit que le BUSD était un stablecoin entièrement détenu et géré par Paxos. Paxos continuera d'assurer le service du produit et à gérer les remboursements. Paxos nous a également assuré que les fonds sont en sécurité et entièrement couverts par les réserves de leur banque, leurs réserves ayant été vérifiées à plusieurs reprises par divers cabinets d'audit. Donc a priori, pas de panique, mais bon, vous savez bien comment ça se passe sur le marché crypto. Surtout après tout ce qui s'est passé pendant l'année 2022, il y a eu 788 millions de dollars qui sont sortis de la plateforme crypto en 24 heures suite à ça. Donc forcément, il y a de la peur. Cependant, encore une fois, la SEC aurait tout faux. Quand ils disent que le BUSD, ce serait un titre, une valeur mobilière, la cryptosphère trouve déjà des failles dans les arguments de la SEC. En effet, tout comme le stacking crypto, les stablecoins ne remplissent aucun des critères du test de Howey, plutôt le test de Howey. Bon, peu importe, mais c'est ces 4 trucs là dont on a parlé un peu plus tôt. Comme par exemple, un stablecoin ne peut pas être considéré comme un titre puisque personne n'a jamais eu l'attente d'un profit lors de l'achat du BUSD. Quand on achète un stablecoin, c'est pas pour faire du profit. On n'achète pas un stablecoin en
espérant que sa valeur monte dans le temps, quoi. C'est pas t'achètes $1 de stablecoin et le lendemain ça vaut $2. Non, il y a une parité, ça vaut toujours $1. Sauf quand il y a des soucis comme avec Luna. Quand il y a des soucis, ça génère pas du profit généralement. Donc permettre un éventuel profit, c'est moyen, c'est bof là cet argument. Et on a appris par Bloomberg que c'est Circle qui avait alerté le régulateur sur le BUSD. Et Circle, c'est Coinbase derrière. Circle émet eux-mêmes un stablecoin, le USDC. Et forcément, le BUSD et l'USDC, Binance et Circle, Binance et Coinbase, ce sont des rivaux. Circle avait dénoncé la mauvaise gestion des réserves du token par Binance auprès du régulateur, auprès de la SEC. Mais du coup, ce qu'a dénoncé Coinbase, Circle, ce serait le fait que les réserves ne seraient pas suffisantes pour assurer une parité du stablecoin. Un BUSD serait backé par $1 dans le vrai monde, mais apparemment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors c'est un peu bizarre cette histoire, parce que ce que reprocherait la SEC à Paxos, ce serait une violation des lois sur la protection des investisseurs, ce serait une valeur mobilière et pas un problème de parité, pas un problème de réserve. Donc elle est bizarre cette histoire quand même. C'est quoi la vraie raison? Peut-être juste mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, Paxos est catégoriquement en désaccord avec la SEC car le BUSD n'est pas un titre. Et pour être clair, il n'y a sans équivoque aucune autre allégation contre Paxos. Donc il n'y a pas d'allégation de la SEC concernant une gestion des réserves du token qui serait mauvaise. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment bizarre. Et pour le patron de Binance, CZ, s'il s'avère que le BUSD s'apparente à un titre, à une valeur mobilière aux yeux du régulateur, ça aura de profondes répercussions sur l'industrie de la crypto aux États-Unis. Mais dans ce cas-là, ce serait pas que le BUSD qui serait concerné, ce serait aussi l'USDC de Circle et aussi pourquoi pas l'USDT. Ce serait les stablecoins qui seront peut-être en danger. Est-ce que les stablecoins sont ciblés par la SEC, par les régulateurs? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui sera pas seulement aux États-Unis mais dans le reste du monde? En tout cas, la SEC, elle a aussi mis une pression sur PayPal et PayPal a suspendu son projet de stablecoin. Le projet de stablecoin de PayPal est mis en pause. Cette frilosité soudaine n'est pas un hasard, c'est parce que le projet de PayPal est en effet basé sur un partenariat avec Paxos et en plus Paxos est quand même considéré comme une entreprise qui est très clean. Donc si Paxos est remis en question, c'est un peu toutes les entreprises qui sont remises en question. Ça pourrait encore chambouler beaucoup de choses. Et les acteurs crypto qui ne sauraient pas à quoi s'attendre. Donc voilà, il va y avoir une bataille juridique. C'est une guerre juridique également. Et dans un autre temps, ça pourrait faire les affaires des crypto-monnaies de banque centrale, des CBDC, si on met les stablecoins de côté, et si on vient un petit peu ou beaucoup gêner le grand public en mettant des bâtons dans les roues des exchanges pour empêcher l'adoption, ça pourrait servir les banques centrales qui vont émettre leur propre crypto-monnaie et qui souhaitent aussi une adoption de leur monnaie numérique. Je vais vous passer quelques extraits, là c'est en Chine. Ils font carrément des airdrops pour essayer de stimuler l'adoption et de séduire le grand public. Et on sait qu'en Chine, les crypto-monnaies ont été interdites. Les exchanges également. Et la Chine qui fait un pas de plus pour diffuser le yuan numérique. Et bien pour faire aimer, ou en tout cas adopter son yuan numérique, la Banque centrale chinoise a choisi de l'offrir tout simplement. On en parlait depuis quelques temps de ces stratégies des monnaies numériques de banque centrale. On a notre euro numérique qui est en cours de discussion pour a priori 2026-2027. La Chine l'a déjà exploité l'année dernière et là, elle est en train d'essayer d'accélérer son adoption. Et effectivement, ils ont fait un peu ce qu'on pourrait comparer avec un largage aérien de monnaie comme on a pu le voir dans d'autres pays, mais moins ciblé. Un airdrop, c'est tout simplement. Un airdrop, comme on dit dans l'écosystème crypto-monnaie. C'est un airdrop du coup qui représente 26,55 millions de dollars, donc 180 millions de yuan. Donc des Chinois lambda possèdent déjà du yuan numérique, ça y est. Ah mais ça effectivement depuis un moment déjà, ça fait plus d'un an que certains en possèdent, mais voilà, l'adoption pouvait stagner. Donc là, avec cet objectif, le gouvernement local souhaite atteindre un niveau de transaction de 2000 milliards de yuan, donc environ 300 milliards de dollars de transactions sur l'année. Donc voilà, tous les moyens sont bons pour aller chercher cet objectif. Donc là, c'était un largage aérien très spécifique dans cette ville chinoise pour accélérer l'adoption et redynamiser l'économie locale. Bon, voilà, la Chine, laboratoire du monde, hein, encore une fois, et cette fois pour ce qui concerne aussi les devises numériques de banque centrale. Je modulerai quand même un peu en disant que le Nigeria a essayé de faire la même chose aussi, mais ça ne marche pas beaucoup non plus. Bloomberg parlait d'une adoption à 0,5% au Nigeria, ce qui n'est pas énorme alors que ça fait plus d'un an que c'est en place. Et donc maintenant, ils utilisent la méthode inverse, à savoir punir le cash, et non plus favoriser l'adoption des MNBC en taxant tous les retraits aux distributeurs, etc., etc. Et voilà, en Chine, c'est peut-être là qu'il faut regarder pour savoir à quoi s'attendre.
comprendre. Je pense que vous devriez aussi vous intéresser à ce qui se passe au Nigeria. Là-bas, la banque centrale tente une adoption forcée de sa crypto-monnaie numérique, le iNaira, en limitant l'accès au cash à la population. Il y a une limitation du retrait dans les distributeurs automatiques de billets, et là-bas, la population se tourne plutôt vers Bitcoin. J'aurai aussi une vidéo qui va sortir sur ma chaîne YouTube où je vous présenterai plus spécifiquement ce qui se passe et la situation au Nigeria. Une autre façon de mettre des bâtons dans les roues, et là ça concerne l'Union européenne, qui veut imposer une obligation de garantie complètement folle, démesurée, pour les banques qui seraient crypto-friendly. C'est-à-dire les banques qui permettraient à leurs clients d'acheter des crypto-monnaies, un petit peu comme Revolut, et ben il y a une condition qui est complètement exagérée, sûrement pour freiner l'adoption. Pour pouvoir proposer des crypto-monnaies à leurs clients, ces banques devraient couvrir leurs avoirs crypto à hauteur d'une surréaliste réserve en capital allant de 1250% de contrepartie. C'est-à-dire que pour 1 million d'euros de crypto proposés par la banque à ses clients, il faudrait avoir 12,5 millions d'euros en couverture, en réserve. Et ça paraît complètement démesuré, hein. C'est un petit peu comme vous quand vous essayez d'obtenir une location, quand vous voulez louer un appartement, on vous demande en garantie d'avoir 2 ou 3 fois le loyer. C'est déjà un petit peu abusé, hein, parce que tout le monde n'a pas le salaire en conséquence. Et bah là, c'est comme si on vous demandait d'avoir plus de 12 fois le montant du loyer comme revenu à côté pour pouvoir louer l'appartement. Et évidemment, là, il y a presque plus personne qui peut louer. Et bah c'est peut-être un peu ce qu'ils essayent de faire pour qu'il y ait presque aucune banque qui puisse proposer des services crypto à leurs clients et donc stopper l'adoption auprès du grand public. D'un côté, le régulateur nous dit que c'est pour protéger le grand public, et c'est pour ça qu'il y a cette régulation. Mais de l'autre côté, des fois c'est pas toujours clair, c'est pas toujours évident, ça se tient pas forcément en fait, même les raisons invoquées pour interdire certaines choses comme le stacking ou les stablecoins. À ce stade, on sait pas encore ce qui va se passer et comment ça va évoluer. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le régulateur, il aime bien les crypto-monnaies de banque centrale, il aime bien les MNBC et les CBDC. Et peut-être que c'est fait pour favoriser la mise en place des crypto-monnaies de banque centrale, au détriment des crypto-monnaies, du bitcoin, des stablecoins, tout ce qui n'est pas vraiment bien sous contrôle, quoi. Par contre, à l'inverse, une régulation ça a du bon, parce que une fois que toutes les règles seront claires, l'adoption de masse sera possible. Donc il y a plein d'enjeux, il y a des nuances dans tout ça, c'est dur de savoir exactement vers quoi on va. Par contre, c'est un sujet important. Si tu veux continuer d'être tenu au courant, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, il y a les liens en description, et puis t'oublie pas de liker la vidéo si c'est pas encore fait.